Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette dernière émission pour la saison de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie, comme d'habitude, de Charles Daigneault. Et ce soir, Charles, on va avoir deux sujets où on va tongue-in-cheek, comme disent les Anglais, peut-être un petit peu pince sans rire, oui, parce que moi, je vais parler. Certains vont dire que c'est sérieux, mais vous allez voir que ça ne l'était peut-être pas tant que ça. Une apparition de la Sainte Vierge au Québec en 1968 à Saint-Bruno de Montarville. Je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui s'en souviennent. Puis toi, tu vas nous parler, on va passer de la Sainte Vierge à l'enfer, qui c'est bien connu et pavé de bonnes intentions. Et oui, le bon vieux dicton que le chemin, la route de l'enfer est pavé de bonnes intentions et de mauvaises intentions aussi, il faut le cacher. Je vais vous raconter quelques anecdotes sur des effets contraires. Même, on pourrait aller plus loin, on pourrait parler d'un incentif, une motivation qui va déboucher sur un résultat contraire et pervers. La loi des conséquences inattendues. Des conséquences inattendues, c'est exactement, on peut pas mieux dire. Alors, on revient dans le temps, en 1696, comme toujours, le roi d'Angleterre, William III à l'époque, a besoin d'argent, hein, c'est quotidien, ça coûte cher, c'est récurrent dans l'histoire, ils sont toujours mal pris. Alors, on note déjà, on n'est plus capable de percevoir de taxes sur les pauvres parce qu'ils n'ont plus rien. Il reste la nouvelle bourgeoisie qui prend de l'ampleur, mais là, on va les taxer sur leur richesse, ce qui est normal. Comment calculer ça? Comment évaluer ça? La grosseur de leur propriété, la dimension de leur propriété et le nombre de fenêtres. Ah! On va taxer la quantité de fenêtres. Plus il y a de fenêtres, plus on paye de taxes. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat, on pense? Mais la majorité des nouvelles constructions avaient beaucoup moins de fenêtres que nécessaire. On a vu apparaître dans toutes les villes du Royaume d'Angleterre des fenêtres complètement murées, donc l'effet contraire. Il suffit de se promener dans le Vieux-Québec, on voit ça aussi. Et puis, pire, c'est que des maisons qui comprenaient, par exemple, 3 ou 4 loyers, maintenant, avec un nombre de fenêtres aussi restreint, étaient déterminés comme un seul loyer, donc payaient moins de taxes. Donc, effet contraire. Et en plus de ça, l'obscurité, le manque de ventilation et la promiscuité ont créé d'énormes problèmes de santé pendant 150 ans. Quelle mauvaise décision. Puis d'ailleurs, Charles Dickens, quand il décrit la vie dans l'Angleterre noire, ben c'est une conséquence directe de ça. Et puis, 150 ans avant que les politiciens réalisent la gravité de ce qui a été fait à l'époque, puis qu'on enlève ça, ces choses-là, ces taxes-là. C'est quand même assez important, une erreur. Là, on va avancer un peu en 1989. Le gouvernement mexicain, à Mexico, la qualité de l'air est épouvantable. On va s'attaquer à ça. Donc, la solution, c'est qu'on va interdire la circulation d'une voiture sur 5 chaque jour de la semaine. Lundi, pendant les fins de semaine, c'est correct, mais sur semaine. Donc, selon ta plaque minéralogique, ton automobile va être interdite telle journée ou telle journée. Ça n'a vraiment pas fait l'affaire des travailleurs et puis ceux qui n'avaient pas accès au transport en commun. Puis Mexico City, c'est une énorme mégalopole. Alors, la solution, c'est d'acheter une deuxième voiture. Et celle-là, c'est un bazou qui pollue puis qui consomme beaucoup plus. Alors, on se retrouve que s'il pouvait mal tourner, ben oui. Les gens ont pollué plus et puis ont contourné carrément les nouveaux règlements. Et puis l'atteinte sur la qualité de l'air s'en est trouvée augmentée. Le gouvernement a mis face à ce fait-là, réagit en disant non, c'est pas nous autres, c'est pas de notre faute. Puis finalement, ben la solution, ils ont embarqué le samedi. Là. Maintenant, tu n'avais pas le droit avant le samedi de ton auto, ben là, tu n'as pas plus le droit, là, c'est-à-dire. Toujours dans le même ordre d'idée, en 1973, le gouvernement britannique a un sérieux problème d'argent. Bon, ben qu'est-ce qu'on va faire à cette époque-là? On va imposer aux propriétaires de navires marchands, puis à la flotte marchande en général, une taxation basée sur la dimension des bâtiments. Là, on ne parle pas de jauge, de tonnage, de poids, de cargaison. Là, c'est la longueur et la largeur du bâtiment. Qu'est-ce que ça a fait? Ben voilà, qu'est-ce qui peut mal tourner, c'est qu'on a vu l'apparition d'une classe de navires qui était très court, très mince et très profond, très difficile à naviguer, qui sombrait très facilement
et puis qui s'est avéré un échec, une horreur. Et puis la flotte marchande anglaise était la risée de toutes les autres nations, alors que sa flotte militaire était reconnue comme étant celle qui dominait les océans. Encore là, ben, on a levé ça à un moment donné, puis là, on est revenu avec un trafic maritime normal. En 2020, la pandémie de COVID frappe. Le monde entier, les compagnies aériennes et puis les transporteurs sont frappés de plein fouet. Aux États-Unis, ben, ces compagnies-là se tournent immédiatement vers le gouvernement et demandent ce qu'on appelle un bail-out, ou un financement d'urgence qui va être fourni par le gouvernement. Le gouvernement américain, en contrepartie, va exiger que les compagnies maintiennent leurs services. Là, on a deux opposés. Il n'y a plus personne qui prend l'avion. On est obligé de maintenir un service. Alors, pendant quelques mois et un an, le ciel a été sillonné d'avions complètement vides qui gaspillaient du carburant et puis qui se déplaçaient sans but, simplement pour pouvoir toucher des subventions en quelques heures. Encore un truc mal chiqué, mal ficelé, qui était supposé de s'attaquer à un problème, puis qui finalement a créé un autre problème, puis ça a endetté combien de gens. Puis maintenant, les compagnies aériennes en subissent les contre-coups, et puis il y en a beaucoup qui ferment. Là, on en voit au Canada, là, il y en a 2 qui vont fermer. Là. Barbara Streisand est propriétaire de luxueuses résidences à Malibu, en Californie. Et puis, sur Internet, apparaît la photo d'une de ces majestueuses résidences. Scandalisée et puis affectée par ça, que sa vie privée soit aussi envahie, Barbara décide, la seule chose à faire, c'est évidemment de poursuivre en justice le photographe pour atteinte à la vie privée, de l'ordre de $1 million. Tant qu'à y aller. C'est ça. La raison de la photo, c'était qu'une documentation se faisait sur l'érosion des berges de la baie de San Francisco, et puis il y avait beaucoup de photos, puis sa résidence était là par hasard. À ce moment-là, il y avait peut-être quelques centaines de personnes qui le voyaient, qui étaient impliquées dans ces choses-là. Mais lorsque Barbara en a parlé, bien évidemment, madame, il faut comprendre que quand on essaie de cacher quelque chose, immédiatement, les gens vont avoir leur curiosité excitée. C'est ce qui s'est produit. Personne ne se serait posé la question de c'était la maison à qui. Résultat, si bien, elle a perdu un cours de l'ordre de 200 000 $ qu'elle a dû remplacer. Et puis, on a découvert ses autres maisons. Puis maintenant, l'effet Streisand décrit l'attitude d'une personne qui attire l'attention sur quelque chose, elle-même sur quelque chose qu'elle essaye de cacher. C'est ça. Ça s'appelle l'effet Streisand, justement à cause de cette situation-là. En 2022, la FDA aux États-Unis découvre qu'il y a plus d'1 million d'Américains qui sont allergiques aux graines de sésame. Évidemment, on va mettre la graine de sésame sur la liste des allergènes graves. Donc, par exemple, les boulangeries et puis ceux qui sont dans l'alimentation qui ont affaire aux graines de sésame doivent mentionner que ça peut contenir ou ne contient pas. Idéalement, un produit qui n'a pas d'affaire à avoir des graines de sésame ne devrait pas en contenir. Malheureusement, c'est microscopique. C'est absolument impossible, à moins d'un environnement absolument stérile, à contrôler une graine de sésame. Donc, après maintes tentatives d'avoir un produit qui n'en contient pas, ils ont baissé les armes et puis ils en ont mis dans tous leurs produits puis ils indiquent qu'il y en a maintenant. Bien, voilà qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont allergiques. Il y a des lois qui voudraient fonctionner et puis il y a des réalités qui les empêchent. Il faut croire que c'est ça. En 2012, là, ici, on est au centre médical universitaire de l'Université du Texas. Et puis, le campus a de magnifiques arbres, des chênes qui sont là depuis une tradition. Et puis, par contre, les gens se plaignent des oiseaux. Parce que, bon, les fientes, et puis c'est fatigant, puis on n'aime pas ça. Alors, les spécialistes vont mettre un filet dans la canopie, le feuillage, oui, en haut des arbres en question. Ça va déménager les oiseaux. Le problème, c'est que c'était cet oiseau-là le prédateur alpha d'une espèce de chenille. Et puis, cette chenille-là en question, qui porte le nom de Megalopyge opercularis, pour ceux que ça intéresse, est reconnue comme la plus venimeuse chenille au Texas. Un seul contact avec l'insecte va provoquer des douleurs, par exemple, vomissements, fièvre, paralysie et, dans certains cas, évidemment, le décès.
Avec le départ des oiseaux, il y a eu une augmentation de 7300 des chenilles, ce qui n'était pas vraiment une bonne nouvelle pour un centre médical où des gens vulnérables vont se présenter. Quand on joue à l'apprenti sorcier, puis on essaie de régler un problème, par exemple, de tuer une mouche avec un canon, bien, c'est ça qui se produit. Oui, c'est ça. Les solutions mur à mur. Ça n'existe pas. Et puis là, ici, bien, ça a vraiment créé d'autres problèmes parce que là, il y a eu des poursuites subséquentes et ainsi de suite. Les oiseaux sont revenus, puis le monde a finalement déterminé que c'était plus acceptable d'endurer les oiseaux. On apprécie les oiseaux. Hein? Les crédits carbone. Une sombre histoire, ça, un peu. Là. Donc, ça semble bon, ça. Écoute, on accumule des crédits pour ne pas polluer. C'est pas aussi simple que ça. Les crédits, en fait, seraient accordés pour la destruction des produits qui ont une atteinte énorme sur l'environnement. Donc, on a créé une liste. En haut de cette liste-là, c'est les hydrofluorocarbones HFC 22, 23 qu'on retrouve, par exemple, dans la climatisation, la réfrigération. Les plus gros producteurs, les plus grands là, actuels, c'est la Chine et l'Inde. Donc, lorsque les crédits de carbone qui peuvent être convertis en devises, ces devises-là devant être utilisées à des fins écologiques, mais pour ce qui est de la Chine, ils se sont mis à accélérer la production du HFC 22, qui est utilisé parce que le sous-produit HFC 23 est très payant à être détruit. Sitôt produit, sitôt détruit. Alors, les crédits commencent à rentrer pour l'Inde et la Chine. Par contre, on produit une surproduction, c'est-à-dire de HFC 22. Puis là, il existe un autre refroidissant qui est beaucoup moins toxique puis qui est en train de prendre une place dans le marché, mais il est plus dispendieux. Alors là, le réfrigérant standard empêche l'arrivée de ce nouveau produit-là. Et lorsque l'ONU, qui est évidemment pilotait tous ces projets-là, s'est aperçu de l'arnaque, bien, ils ont exigé que la Chine arrête, mais là, la Chine a dit « Oh oui, si vous exigez ça, on va relâcher tout ça dans l'atmosphère, nous autres, là, ce qu'on a. » Fait que c'est le premier cas d'extorsion environnementale, je crois, sur la planète, dû à l'utilisation des crédits de carbone. C'est tout le temps. On est rendu au milieu de l'émission et on n'a même pas mentionné le mot « prohibition ». Ah, qui aurait été un bon exemple. Un bon exemple. Ben, en fait, il y a des rachats d'armes. Il y a aussi des gouvernements qui s'attaquent à l'industrie automobile, les Afghans, les Cobras de l'Inde. Peut-être une autre fois, on pourra raconter une pourra faire un deuxième épisode. Moi, je vais parler d'un événement qu'on pourrait aussi dire peut-être un non-événement, mais au Québec, 1968, on est en pleine révolution tranquille. C'est l'année de la révolution sexuelle, c'est Woodstock, c'est l'Hostie Show à Montréal, etc. Et tout d'un coup, apparition de la Sainte Vierge. Il faut savoir que dans le catholicisme, les apparitions de la Sainte Vierge, c'est un phénomène reconnu. Le plus célèbre étant celle de Fatima en 1917 au Portugal. Alors, 6 apparitions d'un personnage mystique qu'on désigne comme la Dame de Lumière, mais qui est la Sainte Vierge, et vues par des enfants qui vont prédire qu'elle va se réapparaître à tel endroit, va attirer des foules qui vont dire avoir vu la Sainte Vierge. 1968, on a nos petites filles de Fatima au Québec. 22 juillet 1968, à Saint-Bruno de Montarville. 6 petites filles. Lynn Grisé, Lucie Saint-Jean, Lucie Grisé, Daniel Vincent, Manon Saint-Jean déclarent avoir vu la Sainte Vierge dans le ciel orageux du soir du 22 juillet. Et à un moment, disait-il, la Sainte Vierge aurait placé son avant-bras gauche devant ses yeux et le bras droit étendu, la main droite désignant la direction de Saint-Hubert et de Montréal. Saint-Hubert, peut-être là, cherchait l'aéroport. Pour atterrir. En tout cas, et là, Manon déclare « J'ai demandé à Marie, quand allez-vous revenir? » Elle a répondu au mois d'octobre, le 7. Alors, Lynn déclare aussi d'avoir demandé à la Sainte Vierge si c'était la fin du monde. Elle a répondu non. Phew! On s'en est sauvé. C'est ça. Là, évidemment, le bruit commence à se répandre dans le voisinage. Ils ont des familles, ces petites filles-là. Les autorités religieuses, quand même, conseillent la prudence. Et là, mais là, il y a un groupe, les pèlerins de Saint-Michel, qui entendent ça. Et les pèlerins de Saint-Michel, c'est qui? C'est ceux qu'on appelle les bérets blancs.
C'est des ultra-cathos. C'est ce que j'allais dire, ça me rappelait ça, les bérets blancs. Des ultra-catholiques. Ouais. Alors, les pèlerins de Saint-Michel, eux autres vont propager cette histoire-là. Et il y a un journal, eux autres, qui s'appelle Vers demain, et par lequel ils vont inviter les fervents de Marie et les lecteurs et les bons catholiques à se préparer pour la nouvelle visite de la reine, de leur reine, en quelque sorte. Alors, le 7 octobre, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Donc, il y a une centaine de 1000 personnes qui vont remplir le champ où est prévue l'apparition et les rues de Saint-Bruno, qui est congestionné complètement. Un festival. Un vrai festival. Et là, à un moment donné, la police de la route retourne les gens, il n'y a plus de place. Tellement il y a du monde. Se pointe, parmi les gens qui se pointent, évidemment, beaucoup de bérets blancs, mais un certain frère Jean de la Trinité, qui est le pape de la secte des apôtres de l'amour infini, qui a une secte qui a eu des petits problèmes avec la justice. Alors lui, il se fait connaître comme le pape Clément XV, ordonné mystiquement. Ils ont un gros monastère au nord de Montréal, ces gens-là, et sont excommuniés, sont considérés comme des hérétiques par les catholiques, mais on les confond souvent avec les catholiques parce que les religieuses ont des costumes semblables, etc. Alors lui, il se pointe là, lui, il fait toutes sortes de prévisions apocalyptiques. Il va attirer l'attention de la foule. Nos petites voyantes partent de chez elles vers 7h30 avec leurs parents et là vont former un chapelet humain, comme ça qu'ils vont appeler ça. Congestion dans les rues de Saint-Bruno et là on s'en va dans le champ à partir de 8h à peu près, que les jeunes filles, les petites filles sont arrivées et là on se met à prier toute la journée, sous la pluie, les pieds dans la boue. Il y en a qui y sont depuis la veille, puis ils mouillent depuis ce temps-là. Et là, finalement, il ne se passe rien, pas d'apparition. Les petites filles vont dire qu'il y avait trop d'incroyants. Ouais. L'apparition n'était pas pour les incroyants. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui étaient venus là pour se moquer pour curiosité ou même pour rire. Ouais. Puis essayer certains, ils ont dit qu'ils voulaient créer du désordre. Il n'y avait aucune police sur les lieux de toute façon. Mais bon, on a ricané, on s'est moqué un petit peu. Les bérets blancs en particulier, ont été les têtes de Turcs dans cette affaire-là. La Sainte Vierge est pas venue. Il dit là des millions et des millions d'AV, mais écoute, il s'est rien passé. Hein? Alors, il y a une rumeur même qui courait, une légende urbaine qu'on l'appellerait aujourd'hui, qui circulait entre des gens qu'on a décrits comme les vieux placoteux de la place, qui disaient qu'il y avait quelqu'un qui voulait mettre un projecteur et envoyer l'image de la Sainte Vierge dans le ciel pour faire croire qu'elle était apparue. L'installation devait se faire sur le toit de la laiterie de Saint-Bruno. Finalement, bon, personne n'a rien vu, donc il n'y a pas eu de projecteur non plus. Il y a encore des gens qui en parlent. J'ai trouvé sur Facebook une page consacrée à Saint-Bruno et il y a eu toute une conversation là-dessus. Il y a des gens qui se souviennent de ces événements. Une qui raconte, moi je me souviens très bien, nous étions venus visiter notre future nouvelle maison et mes parents avaient fait le tour de Saint-Bruno en voiture. J'avais 8 ans et le soir, au retour à Greenfield Park où nous habitions, je voulais pas me coucher car j'avais peur que la Sainte Vierge soit cachée sous mon lit. Ouais. On va voir également une autre qui va dire que c'était la folie et que plusieurs commerces ont fait des fortunes en stationnement. Pour les gens qui venaient se stationner là-bas, ils louaient leur parking à ce moment-là. Ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que personne n'a vu la Vierge. Ben non, finalement, c'est ça qui est étonnant, parce qu'habituellement, il y a des gens, puis il y a des gens qui finissent par les voir, parce qu'on dit souvent, il faut le voir pour le croire, mais il y a des fois où il faut le croire pour le voir. Mais là, ça avait marché à Fatima, mais ça n'a pas marché à Saint-Bruno. 1968 puis 1917, c'est deux. Ouais. L'ambiance n'était pas... et surtout, les effets spéciaux de l'époque n'étaient pas à la hauteur non plus. C'est ça. Alors, à un moment donné, il y avait des gens avec des micros et on entendait une voix, une autre témoin raconte, on entendait une voix qui disait «
Manon fait dire d'éteindre les spotlights. Alors, il y a des gens qui s'y sont rendus par Manon étant une des petites filles. Alors là, à un moment donné, c'était même plus possible de se rendre en auto. Il y avait des autobus venus des États-Unis, dont un prêtre aveugle qui a été interviewé dans le journal. Fallait stationner à des centaines de mètres. Il pleuvait tout le temps. C'était la folie furieuse. Et finalement, les gens sont retournés chez eux parce qu'il s'était rien passé. Mais ça avait fait beaucoup parler dans les journaux. Ça a tellement fait parler qu'il y a des producteurs de cinéma qui se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Alors, on a produit un film en 1972, donc on en parle encore, en 1972, qui s'appelle L'Apparition. Alors, et c'était une idée des Baronnets, plus précisément de René Angélil et Pierre Labelle, qui vont jouer les deux rôles principaux dans le film, qui va avoir des critiques pas très élogieuses. Et moi, je l'ai vu, puis effectivement, c'est pas très mémorable comme film, mais le fait que ça a été fait a fait rire beaucoup de monde. C'est surtout ça. Alors, c'est une comédie, évidemment, durée 1h59, en français, sorti le 17 mars 1972 à Montréal, et budget approximatif, c'est 100 000 $ environ. Et la réalisation de Roger Cardinal, qui a fait beaucoup de films à l'époque. Production Roger Vallée. Alors, c'est les films mutuels qui faisaient la distribution. Et c'était évidemment une parodie, un spoof. C'était deux journalistes. Le journaliste d'un journal La Sensation, joué par René Angélil, qui avait des cheveux à l'époque, on s'en souvient plus, et Pierre Labelle, qui, lui, faisait un béret blanc. Journaliste pour Vers demain, le journal des bérets blancs. Et bien sûr, on se moquait de toute l'affaire abondamment. Il y avait toute une brochette de vedettes là-dedans. Et c'était... Aujourd'hui, ce film-là est introuvable. Et il y a une légende urbaine, une rumeur qui courait à un moment donné, puis je ne le croyais pas, que René Angélil avait fait acheter tous les exemplaires pour pas qu'on voit le film, parce qu'il n'en était pas très fier. Mais là, je commence à me demander si c'est pas vrai, parce que même sur le site Éléphant du cinéma québécois, ils l'ont pas, ils ont juste l'affiche, ils n'ont même pas les bandes annonces. C'est introuvable, ce film-là. Tu as mentionné aussi une chose importante, c'est que c'était pas 1917, c'était... dans les années 60, c'est certain qu'il y avait un certain détournement de religion. Au Québec, on est en train de se décatholiciser. De se décatholiser, c'était vers la tradition religieuse plus qu'autre chose, mais il y avait encore des gens qui croyaient. Oui, c'est ça. Les églises étaient quand même pleines le dimanche. C'est ça. Mais ça se vidait tranquillement. Oui, qu'à l'époque, il y a encore des gens qui étaient assez croyants pour y aller. Beaucoup de gens... espérer que ça se fasse. Beaucoup de gens espéraient justement que ça raviverait la flamme de la foi au Québec. Oui, absolument, absolument. Il y a donc l'Apparition, le film, mais il y a aussi, ça a même traversé l'Atlantique, ça a inspiré un épisode d'une télésérie française, une de mes préférées, Aux frontières du possible, qui est aux frontières du possible, oui, qui était un peu, pourrait se rapprocher de X-Files. C'était deux détectives qui enquêtaient sur des phénomènes bizarres et plus ou moins paranormaux. C'était Michel Bergier qui écrit... Jacques Bergier, excuse. Jacques Bergier... C'est-tu le magicien du matin? C'est ça, l'auteur. Un des deux magiciens. Un des deux auteurs du Matin des magiciens, mais qui était aussi un physicien. Okay. Et l'approche était quand même sceptique. C'est-à-dire que le phénomène dans la série avait toujours une explication rationnelle. Et là, justement, on a un épisode où il y a deux épisodes de la série qui se passent au Québec. Et il y en a un qui s'appelle Les créateurs de Visibles, qui mis en onde en 1974. Et là, on a vu des apparitions, justement. Et là, il y a des apparitions de la Sainte Vierge à un village du Québec qui s'appelle Saint-Horace. Et on vient enquêter, oui, on a changé le nom, on vient enquêter, elle apparaît dans des églises, dans des choses comme ça, et on découvre finalement que c'est produit avec un projecteur d'hologramme
holographique et que le but, derrière ça, c'est des gens qui veulent attirer des gens à Saint-Horace pour faire monter le prix des terrains. C'est de la spéculation foncière. Ils ont acheté des terrains, puis s'il y a des gens qui viennent s'installer, les terrains vont prendre de la valeur. Oui, mais il faut que la Sainte-Vierge reste là. Alors, ça va attirer du monde. C'est ça. Mais là, ils se disent que le village doit avoir des atouts, mais il faut que les gens viennent d'abord. Ouais. D'où, et là, on voit une foule dans une église et la Sainte-Vierge qui apparaît, mais là, il y a quelqu'un un des enquêteurs qui intervient et fait sauter le projecteur. Alors, on trouve là-dedans, entre autres, Guy Lécuyer, dans cet épisode-là, Aubert Palacio, Gilles Pelletier également, qui est là-dedans, Claude Préfontaine. Et les enquêteurs, c'est un homme et une femme, comme dans les X-Files. Alors voilà, ça a été Moi, ça m'avait... moi, quand j'étais pas vieux quand les événements de Saint-Bruno ont eu lieu, mais j'en ai entendu beaucoup parler, et notamment, c'est un sujet de gag récurrent. Voilà. Je me souviens d'un, entre autres, parce qu'il y avait également les vols Apollo à l'époque. Alors, des astronautes, un jour, il y a quelqu'un qui cogne dans la vitre, et il regarde dehors, et il y a une dame en bleu et en blanc qui leur demande le chemin pour aller à l'aéroport de Saint-Bruno. Ou Saint-Hubert. Oui, Saint-Hubert, premier. En tout cas, il voulait aller à Saint-Bruno. Alors, voilà. C'est sur ce sujet relativement léger, on ne peut pas être plus léger que ça. Ah non. Quand on parle d'apparition. Alors, c'est là-dessus qu'on va terminer notre saison. Alors, ça fut un plaisir, encore une fois, cette année, Charles. Pour moi aussi, André. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat et Charles Degnaud qui vous disent bonsoir. Restez à l'antenne de TVCBF. Bonne soirée. Derrière chaque sourire se cachent des mains bienveillantes qui travaillent sans relâche pour construire une société où personne n'est laissé pour compte. Les organismes communautaires sont présents de notre naissance à nos jours les plus sages. Ils sont là pour alléger nos fardeaux et célébrer nos réussites. N'étant pas simplement des gardiens pour les plus démunis, ils sont des alliés pour toute personne. Un réseau d'artisans solidaires présents au quotidien dans nos foyers, nos écoles et nos entreprises. Ils renforcent les liens, tissant notre communauté. Repensons notre perception du milieu communautaire. Adoptons une vision renouvelée de sa contribution à la société. Et construisons ensemble un monde où demander de l'aide est un signe de force, chacun y trouvant le soutien nécessaire durant toutes les étapes de sa vie. Le milieu communautaire, c'est nous, ensemble et autrement.